Brooklyn Show. Sauf que dans les faits, à symptômes et histoires équivalents, les femmes seront moins prises au sérieux que les hommes. Et le degré d'urgence sera considéré comme moins important pour les femmes que pour les hommes. Et c'est exactement la même chose et c'est accablant pour les personnes de couleur noire. Bon, mais comment Bonjour à tout le monde ou bonsoir. Bienvenue, Coach JP. Parlons de la médecine. Est-ce que c'est un milieu raciste? Peut-on vraiment parler du racisme dans le monde médical où on est censé sauver les gens? Je vous laisse écouter ce reportage. Et on y apprend que les femmes et les personnes noires seraient moins prises au sérieux en cas de douleur à la poitrine. C'est fou. Oui, et on a interrogé près de 1500 médecins et infirmiers exerçant dans une structure d'urgence en leur faisant passer un cas clinique avec la photo d'un patient. Le cas clinique, c'est toujours le même. La seule chose qui va changer, c'est que le patient va être différent. Ça va être soit un homme, soit une femme de différentes origines, caucasienne, c'est-à-dire blanche, africaine, nord-africaine ou encore asiatique. Pardonnez-moi, dans ces cas cliniques, le patient se plaint de douleur à la poitrine. Oui, je vais vous le résumer. Vous êtes à l'accueil des urgences. Vous avez un patient de 50 ans avec la photo suivante qui présente depuis ce matin une douleur à la poitrine qu'il a du mal à décrire. Le patient semble essoufflé, il ne prend aucun traitement. Il a fumé pendant 12 ans, un demi-paquet de cigarettes et il a arrêté il y a 5 ans. On va aussi donner les paramètres du patient avec une tension artérielle, une fréquence cardiaque et un taux d'oxygène et tout ça est normal. Et avec toutes ces informations, le praticien était censé évaluer le degré d'urgence de ce cas clinique. Oui, comme c'est le cas habituellement, quand vous êtes aux urgences, on va calculer un score pour savoir si on doit vous prendre en charge en extrême urgence ou si on peut vous faire attendre. Et dans ce cas clinique, la note allait de 1 pour une urgence vitale à 5 pour quelque chose de pas du tout urgent. Et dans cette étude, on s'aperçoit qu'en fonction de son sexe ou de sa couleur de peau, on n'est pas pris au sérieux de la même manière. Oui, car ce cas clinique est... Et voilà, on n'est pas pris de la même manière. Est-ce que c'est un milieu qui est censé sauver des vies, prendre des soins, être impartial et pourtant, dans les hôpitaux, les universités, les cabinets, de plus en plus, les voix s'élèvent. Patients, soignants, chercheurs. Allez, c'est ce qu'on va voir. Merci beaucoup et je vous demande de vous abonner. Alors, je veux vous donner un reportage qui a été fait par des enfants, par des étudiants noirs et qui ont pu faire des recherches et voilà ce qu'ils ont trouvé. Je vous en prie, allez jusqu'à la fin parce que c'est important. Merci beaucoup. Ça, c'est quand on est arrivé tout en haut. Donc, après les 6 jours, voici le haut du mont Kilimanjaro. Donc moi, je suis ici au milieu avec un très grand sourire, très fière d'être là. En décembre dernier, Yasmine Elmi a relevé tout un défi. La première chose qu'on avait fait, quand on a vu le panneau qui marque la fin de la randonnée, on s'est tous écroulés sur le sol. On était KO, on est tellement fatigués parce que l'impact de l'altitude, justement, et le manque d'oxygène aussi haut, ça a vraiment un effet sur le corps. Lors de telles ascensions, les grimpeurs doivent donc vérifier leur taux d'oxygène à l'aide d'un instrument couramment utilisé, l'oxymètre de pouls. Qu'est-ce qui se passait pour vous avec cet instrument-là? Il n'a pas marché du tout sur moi. Il n'a pas pu prendre aucune des lectures, comme pour les autres. Mais ça m'a rappelé en fait le fait qu'il y a plusieurs oxymètres qui ne marchent pas sur les personnes noires comme moi. Yasmine a pu finir son ascension sans problème. Mais une telle situation aurait pu avoir des conséquences graves. En tant que futur médecin, elle s'en inquiète. Le problème normalement avec l'oxymètre, c'est que ça surestime le taux de saturation. Il y a plusieurs innovations médicales d'appareils médicaux qui ne fonctionnent pas aussi bien et qui ne servent pas aussi bien les personnes de communauté de personnes noires. Plusieurs de ces outils, comme l'oxymètre de pouls, existent depuis des décennies. Mais le problème n'a jamais été corrigé. J'étais surpris d'apprendre que c'est un problème, parce que tous les hôpitaux utilisent cet appareil. Même à ce jour, ce n'est pas tous les médecins qui sont au courant de cela. À l'Université Brown, dans le Rhode Island, l'ingénieur Kimani Toussaint aurait une solution. Cette technologie se base sur des hypothèses concernant l'absorption de la lumière.
L'appareil émet de la lumière dont une partie est absorbée par l'hémoglobine qui transporte l'oxygène. Moins il y a de lumière qui traverse le doigt, plus le taux d'oxygène est élevé. Mais un facteur n'est pas pris en compte. La mélanine, qui donne à la peau son pigment, absorbe et disperse une partie de la lumière. Vous voyez ici mon doigt qui est illuminé par la lumière? Pour éliminer ce problème, l'ingénieur a ajouté un filtre polarisant. C'est semblable à ce qu'on peut avoir sur des lunettes de soleil. Et c'est conçu pour filtrer certaines composantes du champ électrique de la lumière. Le filtre polarisant bloque la lumière qui provient de la surface et qui a été affectée par la mélanine. Mais il laisse passer la lumière qui traverse les artères plus profondes et qui permet de connaître le taux d'oxygène. Pour l'instant, le chercheur et son équipe travaillent à perfectionner le prototype et à le miniaturiser. Voici notre appareil microélectronique portable. Les composants principaux sont les DEL, les détecteurs et le module Bluetooth. On doit faire un effort pour développer des technologies plus inclusives et qui fonctionnent bien. En ce moment, il n'y a pas d'autres solutions sur le marché. Comment se fait-il qu'un outil aussi répandu soit imprécis pour une si grande partie de la population? La majorité des recherches médicales au 20e siècle ont été menées sur des patients blancs. Les médicaments ont été testés sur des patients blancs. Donc la médecine n'a pas fait un très bon travail pour s'adapter à la population diversifiée que l'on retrouve de nos jours. Selon l'historien et médecin David Jones, le problème existe depuis les débuts de la médecine moderne. Dès les années 1800, beaucoup de médecins mettaient de l'avant des idées suprémacistes blanches, comme quoi les Blancs étaient supérieurs, qu'ils avaient des corps plus sains, de plus gros cerveaux, qu'ils étaient plus intelligents et plus aptes. Cela affectait tous les domaines de la médecine. Même lorsque j'étudiais la médecine dans les années 90, on présumait que le patient typique était un homme blanc de 70 kilos. Hey, ça va? Ouais. Justement, il n'y a aucune image sur les personnes noires. Il y en a une seule. Et justement, quand je l'ai vue, j'ai dit « Waouh !» Yasmine Elmi constate qu'encore aujourd'hui, les médecins ne sont pas toujours bien outillés face à la diversité. Et que ce soit la cardiologie, respiratoire ou les reins, je remarque déjà que dans les cours, il n'y a pas beaucoup de représentation des peaux noires. Dès qu'il y a une image, ça va toujours être une peau blanche. Ça fait que, en face d'un patient, on ne sait pas comment identifier des diagnostics et des maladies pour nos patients de minorité visible. Cet enjeu est particulièrement présent en dermatologie. La personne à côté d'elle avait demandé au professeur comment ça apparaît sur la peau des Noirs. Et le prof a dit « je sais pas ». Le chercheur en informatique Matt Groh a mené une étude sur le sujet. Il a d'abord évalué plus de 800 médecins sur leur capacité à poser le bon diagnostic à partir d'images de patients de différentes couleurs de peau. Nous constatons que les médecins sont plus précis sur des images de peau blanche que de peau foncée. Plusieurs maladies se présentent différemment selon la couleur de peau. Par exemple, la maladie de Lyme. On pense habituellement à un cercle rouge avec un point au milieu. Mais sur les peaux foncées, ça peut être violet. Il n'y a pas toujours de point au centre. Et ce n'est pas toujours évident à identifier. Vous avez sûrement entendu parler de l'apprentissage profond. Pour pallier ce problème, il a développé un algorithme d'intelligence artificielle capable d'analyser les images et de suggérer des diagnostics. Nous avons réussi à le rendre aussi précis sur les peaux claires que les peaux foncées. Voici ce que les médecins voient en arrivant sur le site Web. Bienvenue au défi diagnostic. Avec cet outil, tous les médecins dans l'étude ont amélioré leur performance, mais ils ont malgré tout commis plus d'erreurs pour les peaux foncées. En fait, l'écart d'erreur entre les peaux claires et les peaux foncées s'est creusé. Même lorsque l'algorithme suggérait le bon diagnostic pour les peaux foncées, les médecins avaient plus souvent tendance à le rejeter.
S'ils n'ont pas d'expérience à reconnaître les maladies sur les peaux foncées, ils n'auront pas la bonne intuition pour savoir s'ils doivent suivre ou ignorer la suggestion de l'algorithme. La couleur de peau n'est pas le seul élément qui affecte la précision des diagnostics. Christine Lackner utilise l'électroencéphalographie dans son laboratoire. Nous utilisons l'EEG en recherche dans le domaine des neurosciences pour mesurer l'activation dans différentes zones du cerveau. Maintenant, c'est aussi utilisé pour diagnostiquer l'épilepsie et certains troubles du sommeil. Mais le casque est très difficile à installer chez des personnes aux cheveux frisés. La psychologue et chercheuse Noémie Bergeron-Germain a pu le constater en participant à un projet de recherche. On a essayé de placer mes cheveux de plusieurs façons parce que le casque faisait pas bien. Là, ça a été très long parce qu'il n'était pas capable d'obtenir un bon signal avec les électrodes qui étaient sur ma tête. So Chika, let us know if anything is uncomfortable at all here. S'il n'y a pas un bon contact entre le cuir chevelu et l'électrode, les données seront imprécises, difficiles à interpréter et ce sera difficile de poser un diagnostic. Jusqu'à maintenant, les patients sont forcés de s'adapter à la technologie. Si c'est un cas d'urgence, des fois, on a entendu parler de possibilité de raser la section où l'électrode a besoin d'être placée. Les chercheuses ont alors entendu parler d'un nouveau type d'électrode conçu par Arnelle Etienne, alors étudiante en génie électrique à l'université Carnegie Mellon. Une nuit, je me suis endormie en pensant au problème, puis j'ai rêvé d'un modèle 3D d'une pince qui tournait autour de ma tête. Elle a eu l'idée d'utiliser la texture des cheveux à son avantage. La neuroscience voit les cheveux comme un obstacle. Mais je cherchais comment me servir des cheveux pour aider à résoudre le problème. Je savais que les tresses en rangée permettent aux cheveux d'être à plat sur la tête. Voilà l'innovation majeure. Son invention se nomme Cevo, un mot en créole haïtien qui signifie cerveau. On insère la clip dans 2 tresses, donc c'est le cheveu qui tient l'électrode qu'on vient ensuite insérer dans la clip. Donc il n'y a pas de casque. Chez les participants aux cheveux frisés, la différence par rapport au casque EEG était impressionnante. Nous arrivons à obtenir un signal 18 fois plus clair. C'est extraordinaire. Nous souhaitons que tout le monde puisse avoir accès à cette technologie qui permettra d'obtenir de meilleurs diagnostics et, en bout de ligne, de meilleurs traitements. Les problèmes de ces outils diagnostiques existent depuis longtemps, mais ce n'est que récemment que le milieu médical a commencé à s'y intéresser. S'il y avait plus de diversité parmi les médecins et les chercheurs, ils seraient plus aptes à reconnaître et à remettre en question ces biais racistes qui ont prévalu depuis longtemps en médecine. Yasmine Elmi constate que le milieu évolue dans la bonne direction. La diversité en médecine s'améliore de plus en plus. Moi, je fais partie de la plus grande classe de noirs en médecine toujours à McGill. On est 24 étudiants noirs et c'est incroyable, mais aussi c'est très triste qu'on doit être fier de ça et le célébrer parce que ça devrait être quelque chose de très, très normal. Elle espère que ses futurs patients auront tous accès à de meilleurs diagnostics. Je pense qu'on a beaucoup à ramener dans ces discussions et dans les changements qui seront faits dans le futur, dans tout ce qui concerne le curriculum de médecine et dans les soins de santé. Merci beaucoup. Alors, on se pose aujourd'hui une question. Franchement, la médecine était un milieu raciste. On va décortiquer un peu. Alors, commençons par le racisme dans les soins, c'est normal. Parlons d'abord du vécu des patients. Plusieurs études ont montré que les patients racisés sont
mais moins bien écoutés par les médecins. Tu viens, il se met ou elle se met, le médecin se met dans la tête que, oh, ok, c'est quelqu'un qui vient de cette place. Bon, les patients sont moins bien pris en charge face à la douleur parce qu'ils pensent que les Noirs, par exemple, résistent à la douleur. L'esclavage, vous vous souvenez. Alors, moins souvent orientés vers les examens ou traitements les plus avancés. Cette personne qui est à côté de moi, le journaliste de la RTL, a dit que quand les gens sont en urgence, c'est le médecin qui décide ou l'infirmière qui décide, ou l'infirmier, qui décide que cette personne a besoin des soins rapidement ou moins rapidement. Alors, c'est là où entre cette conception, les Noirs résistent à la douleur, les Arabes, ils dramatisent. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Alors, ils sont moins orientés vers les examens ou traitements les plus modernes. Exemple, en France, comme aux États-Unis, des femmes noires meurent plus souvent pendant l'accouchement que les femmes blanches. Pas à cause de leur corps, mais à cause des biais racistes dans la prise en charge. Voilà. 2. Il y a aussi les stéréotypes ancrés dans la formation médicale. Ça commence déjà dès l'enfance. Non, de l'école. Ça commence à l'école. Le problème commence dès les études. Pendant des décennies, la médecine a été enseignée à partir des normes blanches, masculines et européennes. C'est-à-dire que même les femmes, que ce soit les femmes blanches, elles étaient négligées à un certain niveau. Donc, les manuels parlent rarement des spécifiques biologiques ou sociales liées à l'origine. Non. Donc, le résultat, certains biais racistes deviennent invisibles, ça c'est clair. Ok, c'est invisible, mais ça se donne de génération en génération. Parce que son médecin, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il a appris, et l'autre viendra parce qu'on n'a pas des gens qui vont contredire ce qui a été fait il y a des années. Il y a aussi le racisme structurel dans les carrières médicales. Du côté des soignants, c'est la même chose. Le racisme touche aussi les professionnels de santé issus des minorités. Moins de promotion, moins de postes de responsabilité, remarques racisées banalisées en salle de repos quand ils sont en break, discrimination à l'embauche ou à l'entrée dans certaines spécialités. Quand nous allons à l'hôpital ou voir un médecin, si on voit un docteur noir, on est surpris parce que tout le monde est blanc. Ça commence à venir, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais aussi, même les patients peuvent avoir des comportements racistes parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, s'il y a un docteur noir, je n'entre pas. » Et là, c'est comme ça. J'ai vu ça moi-même. Donc, ils sont racistes envers leur propre médecin, en exigeant un vrai médecin, par exemple, un blanc, ou en refusant d'être soigné. C'est tout, je rentre. Il n'y a pas un médecin que j'aime. Le racisme ici n'est pas toujours volontaire. Ça, c'est clair, c'est pas volontaire. Mais ça a été, c'est dans le système, c'est systémique. Il est dans les règles de jeu, c'est ça. Moi, ce qui me fait mal, c'est l'unité des Noirs qui n'est pas assez forte. Par exemple, ce qui se passe en Afrique, au Congo, partout, où il y a le matériel dont on a besoin pour améliorer la médecine. Mais il faut se mettre ensemble parce qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, ça se passe dans le silence. Et pourtant, les choses bougent. Les choses bougent. Franchement, je suis heureux. Heureusement, des soignants, des chercheurs, des patients s'organisent, les gens s'unissent. Donc, ils parlent de plus en plus de ce qui se passe. On voit naître des formations anti-biais racistes, des manuels adaptés à la diversité du patient, des témoignages publiés, partagés et dénoncés. C'est ça, il faut dénoncer. Alors, à un certain moment, il faut parler. Car ce n'est que le début, mais le tabou commence à se fissurer. C'est bien, ça commence à se fissurer. Alors, je vais vous laisser, je vais partir. Alors, la médecine est-elle raciste? Je dis oui par le système, parce qu'il a été enseigné. Quelque part, je dis oui si quelqu'un est mal intentionné, oui. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a été construite sur des bases inégalitaires.
Mais aujourd'hui, on peut choisir de voir, de dénoncer, de changer. Car une médecine vraiment humaine, c'est une médecine qui soigne tout le monde, avec la même écoute, la même dignité, la même intention et la même intention. So, à toi, et toi, qu'est-ce que tu en penses? As-tu déjà vécu des choses pareilles? Peut-être, il faut dire dans le commentaire. Dis-le en commentaire. Le silence ne sauve personne, le dialogue, si. Alors, il faut parler. Il faut parler, c'est tout. D'un possible infarctus ou d'une pathologie potentiellement grave et urgente, sauf que dans les faits, à symptômes et histoires équivalents, les femmes seront moins prises au sérieux que les hommes. Et le degré d'urgence sera considéré comme moins important pour les femmes que pour les hommes. Et c'est exactement la même chose, et c'est accablant pour les personnes de couleur noire. Expliquons ce résultat inquiétant. Voilà, c'est accablant. C'est pour les femmes, que ce soit blanc, que ce soit noir. Et surtout, si c'est les noirs, c'est autre chose. Merci. Regardez bien, parlez, dénoncez.